Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va devoir faire un petit peu de tapisserie. Je ne sais pas si vous aimez faire de la tapisserie. Vous imaginez une trame avec de multiples fils sur lesquels il y a des petits nœuds de laine qui sont fixés. En fait, le vivant, à travers le globe terrestre, c'est exactement ça. Vous avez, les nœuds de laine, ce sont des espèces, et ces espèces ont des interactions entre elles qui sont multiples. Et parmi les espèces, bien sûr, il y a les insectes. Alors pourquoi les insectes? Tout simplement parce que c'est 50% du vivant. Aujourd'hui, à la surface du globe terrestre, on a à peu près répertorié 2 millions d'espèces vivantes. En réalité, toutes les études statistiques montrent qu'il y en a probablement une dizaine de millions. Et sur ces 2 millions d'espèces vivantes répertoriées, on s'aperçoit que la moitié sont des insectes, plus de la moitié, en fait, plus d'1 million d'espèces, à tel point que même en France métropolitaine, on en compte 40 000. Donc vous imaginez, 40 000 ici, c'est quelques centaines de fois ces petites vignettes que vous voyez sur la diapo et qui représentent des espèces françaises. Ce n'est pas seulement un nombre d'espèces, c'est aussi une diversité de fonctions, une diversité d'évolution extraordinaire, et puis également un poids non négligeable. Le poids des insectes à la surface de la Terre, il est presque équivalent au poids de l'espèce humaine, qui est lui-même supérieur aujourd'hui, avec nos 8 milliards presque d'êtres humains, supérieur à la masse des mammifères sauvages. Donc vous voyez que les insectes comptent beaucoup en diversité, en quantité, et puis également sur le plan fonctionnel. Il y a des études qui ont essayé de répertorier la manière dont les insectes contribuent finalement au fonctionnement des écosystèmes et à travers les écosystèmes aux fonctions d'intérêt humain. Et on le voit, les sujets sont multiples. On le sait tous, les insectes pollinisent. Vous avez tous vu des abeilles se poser sur des fleurs, mais ils participent également au recyclage de la matière organique, à la lutte biologique pour défendre nos cultures, à la nourriture aussi des insectivores. Il ne faut pas oublier que les insectes, ce sont une nourriture pour beaucoup de vertébrés, les poissons, les batraciens, des petits mammifères. Et puis, on va le voir, ils collaborent aussi à d'autres fonctions. Et si on essaye de chiffrer ça, par exemple, ça a été fait à l'échelle des États-Unis, on arrive à un total qui est absolument colossal, à 57 milliards de dollars. C'est un total qu'on a du mal à imaginer et finalement qui nous est donné gratuitement par la biodiversité. Alors, il ne faut pas oublier non plus, bien sûr, que les insectes nous fournissent des productions qu'on a l'habitude de considérer comme immanentes. Le miel, la soie, les teintures également. Il ne faut pas oublier que la production de miel en Europe a chuté de moitié du fait du déclin des populations d'abeilles, mais néanmoins, ça reste un service très important. À propos de pollinisation, il faut se rappeler que les 3/4 à peu près des plantes ont besoin de pollinisateurs, et que la plupart du temps, ces pollinisateurs sont des insectes. Alors on peut citer quelques espèces qui sont cultivées, les pommes, les prunes, les pêches, les abricots, les amandes, les fraises, les oignons, les courges, les pastèques, les melons. Vous voyez, si tout d'un coup, la plupart des pollinisateurs disparaissaient, en France, il faut compter à peu près 5000, 5500 espèces sur les 40 000 espèces d'insectes qui pollinisent, donc pas seulement l'abeille domestique. Au contraire, il y a même des cultures qui sont plus pollinisées par d'autres insectes que les abeilles domestiques. Par exemple, les tomates, les pieds de tomates sont pollinisés par les bourdons. Alors, bien sûr, il y a des plantes qui arrivent à se reproduire sans être pollinisées, soit par autofécondation, soit parce que le pollen est transporté par le vent, par exemple. Mais néanmoins, pour beaucoup de ces plantes, même si elles sont capables de se reproduire toutes seules, le fait d'être pollinisées par des insectes augmente leur production. Par exemple, un champ de colza autofertile, s'il est pollinisé par des abeilles, va avoir une production d'1 tiers supérieure. Donc, vous voyez tout de suite l'intérêt de la pollinisation. Il faut se rappeler aussi, par exemple, pour les bourdons, que nous avons aujourd'hui un gros problème avec les bourdons qui disparaissent du fait de l'élévation moyenne de la température chaque année et puis aussi du fait de la simplification du paysage. Sans ces bourdons, en fait, nos cultures de tomates sont infiniment moins productives. Une autre fonction qu'on évoque d'habitude avec un peu moins de plaisir, c'est le recyclage. En particulier, je vais vous parler ici de bouse. Vous le savez peut-être, mais en Australie, en fait, on a apporté, les colons ont apporté avec eux du bétail, des bovins, qui n'existaient pas en Australie. En Australie, il y avait des marsupiaux qui faisaient des petites crottes sèches. Et donc les insectes qui mangeaient ces petites crottes n'ont pas été capables de manger les bousses de vache. Le résultat de ça, c'est que dans les années 60, en fait, il y avait pratiquement un quart des prairies australiennes qui étaient absolument inaccessibles aux bovins. Elles étaient littéralement emmerdées, couvertes de bouse, avec une pullulation de mouches corollaire de cette présence de bouse. Et les Australiens, pendant pas mal d'années, en fait, pendant une dizaine d'années, ont dépensé des millions de dollars pour introduire des espèces de bousiers qui viennent d'autres continents. Donc vous le voyez, si on n'a pas de bousiers, des insectes qu'on voit de temps en temps dans le milieu naturel en France métropolitaine, par exemple, on va avoir un gros problème de recyclage à tel point qu'on ne pourra plus finalement même utiliser des milieux anthropisés comme les pâtures.
Donc c'est une fonction qui est peut-être un petit peu moins sympathique que la fonction de la pollinisation. Hein. C'est un peu moins joli de faire des boules avec des excréments plutôt que d'aller butiner des fleurs, mais néanmoins c'est tout aussi indispensable au fonctionnement des écosystèmes. Là je vous montre un autre petit exemple qui est nettement moins connu. Vous le savez sans doute, mais quand on fait du vin, on le fait avec du jus de raisin qui fermente. Et la fermentation, en fait, produit de l'alcool à partir du sucre. Cette fermentation, elle est notamment le fait des levures, des petits champignons, des sortes de petits champignons microscopiques, mais si je le dis de manière aussi simple que ça, mon collègue Marc-André va pas être très heureux. Et ces levures, en fait, on se demandait où elles étaient, parce que les levures, elles sont sur le raisin pendant l'été, hein, ou à l'automne, quand on récolte les grains de raisin et qu'on presse les grains de raisin, mais d'où viennent-elles ces levures? Et en fait, on s'est rendu compte très récemment, il y a à peine une dizaine d'années, que ces levures passent l'hiver dans le tube digestif des petites guêpes polistes noires et jaunes, là, que vous voyez sur la photo, hein, les mêmes guêpes qui viennent vous embêter quand vous pique-niquez, qui essayent d'attraper votre tranche de jambon, parce qu'elles aiment bien la viande. Eh bien, ces levures, en fait, sont le réservoir de... Ces guêpes sont le réservoir de levures et permettent donc la fermentation alcoolique d'être menée à terme. Si on voulait faire une petite formule choc à propos de ce service écosystémique mené par les guêpes, on pourrait dire pas de guêpes, pas de levure, pas de vin. C'est peut-être un exemple qui choque un petit peu plus le commun des mortels que la disparition des bousses de vache. Alors, là, je vous ai présenté jusqu'à présent des rôles qui sont très positifs. Il ne faut pas oublier, malgré tout, que sur le million d'espèces d'insectes que l'on connaît, il y en a quand même quelques milliers dont on sait qu'elles sont antagonistes des cultures. Ça représente souvent de grosses pertes. Hein. J'ai juste illustré ce type de fonction avec deux espèces, les criquets migrateurs. Vous connaissez sans doute ces insectes orthoptères hein, qui sont considérés depuis l'Antiquité comme une plaie majeure pour les sociétés humaines. Et puis juste à côté, le doryphore. Il faut quand même se rappeler que le doryphore, parce qu'il a été importé des États-Unis sur nos cultures de pommes de terre, puisque c'est un insecte qui aime bien les solanacées, hein, la famille de plantes à laquelle appartiennent les pommes de terre, cet insecte a causé de telles famines en Europe qu'il est pratiquement à la base de l'immigration irlandaise aux États-Unis. Hein, les Irlandais n'ayant plus de production de pommes de terre suffisante pour se nourrir il y a quelques décennies. Donc vous voyez que quelque part, même s'il s'agit de seulement 4000 espèces sur 1 million qui posent problème à nos cultures, il s'agit d'un problème sérieux. Il y a également d'autres espèces qui nous posent problème, et notamment parce qu'elles sont des espèces qui sont vectrices d'agents pathogènes. Vous connaissez tous les moustiques, et notamment le moustique tigre qui commence à être maintenant présent sur la quasi-totalité du territoire français métropolitain. Il faut savoir que chaque année, les moustiques sont responsables de centaines de milliers de morts dans le monde, simplement parce qu'ils sont capables de transmettre des pathogènes variés, des virus comme le virus Zika, le virus de la dengue, ou ce que l'on appelait autrefois des protozoaires comme le plasmodium qui rend malade du paludisme. Et aujourd'hui, malheureusement, l'ensemble de ces moustiques bouge beaucoup avec le réchauffement global de la planète et menace un certain nombre de zones d'habitation humaine. Alors, il y a également une très jolie publication, un très joli travail qui a été mené récemment en Amérique centrale, qui a montré que les grenouilles, qui sont en fait victimes de champignons parasites qui sont introduits par l'homme, en fait, disparaissent beaucoup dans certains pays, et puisque les grenouilles disparaissent, en fait, les moustiques, les larves de moustiques qui sont aquatiques dont elles se nourrissaient, en fait, ont une recrue d'abondance, et de fait, moins de grenouilles, plus de paludisme au Panama et au Costa Rica. Donc vous voyez quelquefois les interactions écologiques dont je parlais au début, ces fils de la tapisserie, hein. Quelquefois, quand on tire un des fils, on s'aperçoit que la tapisserie tombe en lambeaux et qu'on n'arrive pas à maintenir le fonctionnement correct des écosystèmes. Alors ce tableau, même s'il est contrasté entre un très grand nombre de fonctions positives et puis quelques fonctions négatives et qu'on contrôle malgré tout à grand-peine, il resterait finalement relativement intéressant si on n'était pas actuellement dans un contexte de déclin mondial de la biodiversité. Vous avez qu'on appelle ce déclin la crise de la biodiversité, puisqu'il s'agit de la 6e crise d'extinction importante qui est arrivée au cours des temps géologiques, les crises précédentes étant arrivées bien avant l'apparition de l'homme. Et cette 6e crise d'extinction, en fait, a des taux qui sont 1000 fois plus rapides, plus de 1000 fois plus rapides que les taux d'extinction habituels, et également plus de 1000 fois plus rapides, beaucoup plus de 1000 fois plus rapides que les taux d'extinction historiques des crises précédentes. Donc on est vraiment dans une disparition extraordinairement accélérée des espèces.
Et le début de ces disparitions, c'est tout simplement la baisse d'abondance des populations. Donc on a moins d'individus dans les populations, et puis au fur et à mesure, quand ces populations deviennent de plus en plus petites, finalement, elles finissent par disparaître totalement. Alors, par exemple, en France, on a quelques espèces d'insectes qui ont déjà disparu faute de zones humides. Vous savez que les zones humides en France, depuis en fait, le début de l'ère industrielle, ont diminué pratiquement de 3/4 de surface, et comme dans le reste du monde d'ailleurs. Les espèces qui étaient hébergées uniquement dans ces zones-là ont donc subi une pression considérable. Mais il y a également d'autres espèces assez communes, comme le gazé ici par exemple, qui disparaissent tout simplement, silencieusement. Le gazé est entièrement disparu du Royaume-Uni, il est en train de disparaître en France parce que les plantes rosacées, notamment sur lesquelles il pouvait se nourrir avec sa chenille, en fait sont de moins en moins abondantes. Donc toutes les études qui ont été menées en Europe dans une série de pays différents ont montré que les densités de population, notamment dans les milieux ouverts, baissent de 80%. Dans les milieux forestiers, c'est un petit peu plus délicat à interpréter, mais on a également une baisse importante qui est à peu près de la moitié de densité. Donc en fait, on a tout simplement moins d'insectes globalement sur le territoire européen. D'où l'idée, qui est tout à fait d'ailleurs vérifiée par des études statistiques, que vos pare-brises durant les mois d'été sont beaucoup moins salis par les impacts d'insectes, tout simplement parce qu'ils sont moins abondants. Bien évidemment, cette situation est assez contrastée selon les territoires. Si vous êtes dans un territoire agricole, industriel, avec les fameuses graines enrobées néonicotinoïdes ou les épandages d'herbicides, vous allez avoir une baisse de densité beaucoup plus importante. Si vous êtes dans des milieux dans lesquels les milieux humides où les haies disparaissent, vous savez également avoir des densités plus faibles. Et puis si vous êtes dans un milieu relativement préservé, un milieu de moyenne montagne par exemple, vous allez avoir des densités qui sont restées encore dans certains endroits à un niveau intéressant. Voilà, donc on est dans une situation malheureusement où on doit parler de déclin global de la biodiversité, et à un point même qu'il est inquiétant en fait pour le maintien des fonctions écosystémiques, comme on les appelle, les écosystèmes, pour le maintien de leur fonctionnement, tel qu'on en a parlé au départ, c'est-à-dire que même la pollinisation, le recyclage matière organique, dans un certain nombre d'endroits, est déjà mis en péril par ce manque d'individus, d'insectes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler de cette menace oubliée des changements globaux et d'une menace en particulier qui est souvent ignorée du grand public. Alors, on va revenir un tout petit peu sur cette crise de biodiversité, justement cette 6e crise de biodiversité. Alors, l'organisme qui évalue l'état de la santé, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et ce qu'ils font, c'est que pour près de 147 000 espèces, ils ont évalué est-ce que les populations, est-ce que les individus de ces populations sont plutôt en déclin, en augmentation, en état stable. Et parmi ces espèces qui ont été évaluées, l'UICN a permis déjà d'établir que 900 espèces se sont éteintes. Donc ça peut paraître un chiffre assez faible, c'est moins de 1% des espèces évaluées depuis 1500. Mais en réalité, à cette période de temps, c'est extrêmement rapide. Et c'est pour ça qu'on parle notamment d'une crise de biodiversité. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas uniquement des extinctions, mais effectivement, on a des espèces qui voient leur taille de population, leur habitat qui sont réduits. Et c'est notamment le cas pour près de 12 500 espèces qui sont prédites pour s'éteindre dans les 20 ans à venir. Dans 50 ans, c'est 16 500 espèces qui sont prédites pour disparaître en raison des déclins de leur population et de leur habitat. Et à cela, on peut ajouter près de 24 000 espèces donc, qui ont été évaluées par l'UICN, pour lesquelles on sait que leur taille de population est un risque également d'extinction élevé dans les décennies à venir. Donc au total, c'est près d'un tiers de la biodiversité qui a un risque d'extinction élevé dans les prochaines décennies. Et on peut même ajouter que pour près de 20 000 espèces, en fait, on a très peu d'informations sur l'état des populations. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement est-ce qu'elles sont en déclin, est-ce qu'elles sont stables, est-ce qu'elles sont en augmentation, soit parce que c'est des habitats qui sont très difficiles d'accès ou qu'on est en manque de moyens logistiques et humains pour évaluer l'état de ces populations-là. Et en fait, cette crise de biodiversité, elle concerne tous les groupes taxonomiques. Si on regarde les différents groupes taxonomiques qui sont les mieux évalués par l'UICN, ce qu'on peut savoir, c'est que pour certains groupes, comme les végétaux, c'est 16 à 63% d'espèces parmi ces groupes qui sont à risque d'extinction élevé.
Pour les seuls conifères, par exemple, c'est 30%. Les amphibiens, qui sont un des groupes les plus touchés, notamment par le chytride, qui a été présenté juste avant, c'est 41% d'espèces menacées. Donc tous les groupes sont concernés par cette menace. Et une des questions qui animent les scientifiques, c'est de savoir quelles sont ces principales menaces sur la biodiversité et comment elles agissent. Alors souvent, quand on pose cette question, on a en tête évidemment la perte d'habitat, avec la déforestation, qui est effectivement l'une des principales menaces qui nous vient, qui est aussi liée à l'urbanisation, à l'utilisation des sols pour l'agriculture. La pollution, c'est aussi une des menaces importantes qui pèsent sur la biodiversité, ainsi que la surexploitation des espèces, donc par la pêche, mais aussi par l'utilisation du bois et l'exploitation des forêts. L'une des menaces, évidemment, dont on parle beaucoup ces dernières années, c'est le changement climatique. Donc aujourd'hui, on a une espèce qui s'est éteinte en raison du changement climatique. C'est un petit mammifère endémique près des côtes australiennes, en fait, qui a été menacé par la montée des eaux. Et donc l'habitat a été complètement inondé et qui est aujourd'hui éteint. Et le changement climatique, ça va devenir une des menaces principales dans le cadre de cette crise de biodiversité. Mais donc la menace qui est la plus souvent méconnue et dont on discute beaucoup moins, ce sont les invasions biologiques. Donc les invasions biologiques, finalement, c'est qui ? Eh bien, vous avez sûrement entendu parler du moustique tigre ou du frelon asiatique, qui sont effectivement des espèces qui sont présentes en France et qui posent un impact sanitaire important puisqu'ils sont vecteurs de maladies, mais ce ne sont pas les seules espèces exotiques envahissantes. On a également les rats, qui ont été introduits par les colons dans les îles et qui sont la raison des extinctions massives des oiseaux dans les écosystèmes insulaires. On a la colerpe également, qui est une espèce en fait, qui a été introduite en Méditerranée et qui pose problème dans cet habitat. L'écrevisse américaine, qui est présente en France et qui est porteuse en fait, d'une maladie. La catine foulque, la fourmi d'Argentine. Donc ça, ce sont juste quelques exemples qui comprennent des insectes, des animaux, des végétaux. Mais le phénomène des espèces exotiques qui sont introduites en dehors de leur aire d'origine, c'est un phénomène qui est colossal. C'est 39 000 espèces exotiques qui sont introduites dans le monde, c'est-à-dire des espèces qu'on a introduites en dehors de leur aire d'origine. Alors évidemment, toutes ces espèces exotiques ne vont pas avoir un impact négatif sur les écosystèmes envahis. C'est 5 à 10%. Mais 5 à 10% de ces 39 000 espèces, ça fait un impact qui peut être colossal. Et donc, les espèces exotiques envahissantes, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des espèces introduites en dehors de leur aire native par l'homme, de manière intentionnelle ou non, et qui vont avoir un impact négatif sur les communautés envahies. Et je vais vous présenter deux exemples qu'on retrouve d'ailleurs en France. Alors, il y a la fourmi électrique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias en octobre. On en a beaucoup parlé parce que c'était la première fois qu'on détectait cette espèce en France métropolitaine. En fait, ça a été détecté près de Toulon, dans une zone résidentielle. Et vraiment complètement par hasard. Alors cette fourmi, déjà, elle a un impact sanitaire important puisqu'elle peut créer des chocs anaphylactiques dans le plus grave des cas, mais c'est également une fourmi, par ses piqûres, qui est très urticante. C'est un peu comme des piqûres d'ortie, mais ça dure 2 à 3 heures, donc c'est vraiment très gênant. Mais son impact, il n'est pas uniquement sanitaire. En fait, cette fourmi, elle peut devenir dominante dans les écosystèmes et avoir un impact majeur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les zones où elle est dominante, c'est 20 000 individus par mètre carré. Donc dans un parc comme celui où elle a été détectée, c'est à peu près 500 millions d'individus. Et cette fourmi, elle va avoir un impact écologique extrêmement important. Alors je vais vous montrer un peu comment, dans un écosystème naturel où elle est introduite, on peut avoir un impact écologique lié aux fourmis envahissantes. Je vous laisse imaginer un écosystème qui a coévolué, natif, avec donc des fourmis natives qui vont servir également des services écosystémiques comme la dispersion des graines. Donc les plantes, elles vont pouvoir avoir leur dispersion des graines à la fois par les fourmis et par d'autres types d'insectes. Et par ailleurs, les fourmis, elles vont servir également de nourriture, et les insectes en général, aux vertébrés. Donc on a tout un écosystème qui est mis en place avec des relations entre les espèces où les espèces sont dans un état d'équilibre entre elles. On a une espèce envahissante, une fourmi envahissante qui va être introduite dans ce milieu. Alors souvent, ici vous avez un exemple de fourmi envahissante, elles vont avoir des capacités d'action qui vont être démultipliées par rapport aux espèces natives.
Donc des capacités de reproduction beaucoup plus élevées, elles vont être extrêmement territoriales, elles vont défendre donc leur territoire avec des armes chimiques, etc. Et elles vont être capables, dans un premier temps, d'éliminer complètement les espèces natives. Donc c'est déjà leur premier effet. Les fourmis natives, en fait, vont disparaître des écosystèmes où ces fourmis envahissantes vont être introduites. Et ça ne va pas être le seul effet. En fait, tous les services qui étaient fournis par les fourmis natives vont disparaître. C'est-à-dire que la fourmi envahissante ne va pas nécessairement disperser les graines. Donc ça va avoir un impact sur les plantes. Et par ailleurs, elle va même être à l'origine de prédation et d'effets négatifs sur les vertébrés. Donc c'est tout l'écosystème qui est modifié en raison de l'apparition de cette fourmi envahissante. Donc, par exemple, pour la fourmi électrique, elle est présente en Nouvelle-Calédonie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, où on retrouve cette fourmi, où elle est dominante, on n'entend plus le bruit d'autres insectes. Donc elle est vraiment capable de supplanter les populations de fourmis natives, des autres insectes également. Un autre exemple que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est l'exemple du cancer-vert, qui est également appelé Myconia calvescens. Alors c'est l'une des plantes exotiques envahissantes les plus dangereuses au monde, qui a été repérée en Guadeloupe il y a à peine 2 ans. Donc les Tahitiens, ils l'ont baptisé le cancer-vert, les Hawaïens la peste pourpre, la Martinique, elle est également touchée sur quelques sites, et la Guadeloupe plus récemment. Donc c'est une espèce qui est native en fait d'Amérique du Sud, et elle a été introduite sur les îles, notamment au travers des jardins botaniques. Donc au départ, elle était restée finalement dans ces jardins botaniques, mais en raison de la dispersion, certaines espèces ont pu s'échapper des jardins botaniques, puisque un plant, c'est presque 1 million de graines. Et notamment avec les ouragans également, on a vu des introductions d'espèces en dehors des jardins botaniques. Et un des mécanismes finalement d'action de cette espèce, donc on voit déjà ces grandes feuilles, c'est qu'elle peut atteindre près de 15 mètres. Donc elle est extrêmement haute, elle a des grandes feuilles, et ça lui permet en fait de capturer la lumière beaucoup plus facilement que les espèces natives. Et par ailleurs, elle est capable de complètement bloquer l'accès à la lumière pour les espèces autochtones. Donc ici, on va prendre l'exemple dans une île. On voit Myconia calvescens qui émerge. On a à peine quelques plants dans la végétation native d'une forêt tropicale. Puis, on voit que Myconia commence, sur la deuxième photo, à finalement devenir dominante dans cet écosystème. Puis, on retrouve uniquement des fourrés complètement monospécifiques de Myconia. On ne voit plus d'autres espèces. Ici, on a des extirpations locales de plantes natives. Et en raison de, justement, le fait que Myconia est capable de capturer la lumière de manière beaucoup plus efficace, on a des extirpations locales de plantes endémiques. Alors, sur la seule île de Tahiti, c'est 2/3 de l'île qui sont complètement recouverts de Myconia calvescens. Donc, c'est une plante envahissante qui est extrêmement efficace et très difficile à contrôler et à éradiquer. Donc justement, quelles sont les solutions par rapport à cette menace que sont les espèces envahissantes? Eh bien, tout d'abord, il y a des actions de sensibilisation et prévention, de savoir que les espèces exotiques envahissantes existent, qu'il faut éviter d'introduire en dehors de son aire d'origine une espèce, éviter d'amener, dans le cadre du tourisme, de plantes ornementales, des espèces. C'est déjà une première action pour éviter l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, puisqu'on l'a vu, c'est 5 à 10% des espèces introduites qui peuvent devenir envahissantes. Et également le contrôle et l'éradication pour les espèces en fait, qui sont déjà un impact ou qui sont déjà présentes sur les territoires. Par exemple, pour la fourmi électrique, c'est sur une zone qui est relativement limitée, donc on peut mettre en place un programme de contrôle et d'éradication. Alors que, effectivement, pour les espèces qui sont déjà surabondantes sur un territoire qui est très large, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place l'éradication. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Céline Bellard. Alors je vous invite dans la face cachée de la biodiversité, une face qui est cachée parce que précisément elle est faite d'organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est ce qu'on appelle globalement les microbes. Et si on se demande qui sont les microbes, on aperçoit déjà une biodiversité parce qu'ils sont extraordinairement
variés. Ces microbes, c'est par exemple les champignons. Les champignons, c'est fait de filaments microscopiques qui font en gros 1/100 de millimètre. Ces filaments, c'est en accéléré, là, grandissent, se ramifient, se reconnectent entre eux et forment des réseaux microscopiques. Voilà pour les champignons. Mais il y a d'autres façons d'être microscopique. On peut notamment être plus petit encore. Les bactéries sont 10 fois plus petites que les champignons. Ce sont des cellules isolées ou en groupe qui font de l'ordre du millième de millimètre. Et là, il y a énormément d'espèces. Sur les champignons, on est, selon les estimations, entre 6 et 30 millions d'espèces. Sur les bactéries, on est, pense-t-on, plutôt sur 100 millions d'espèces à l'échelle du globe. Et c'est pas tout. Il y a encore d'autres formes de microbes. Il y a notamment ce qu'on appelle les amibes. Alors les amibes sont faites d'une cellule qui, selon les cas, fait 1/100, 1/10 de millimètre. Parfois c'est plus gros et ça s'appelle des blobs. Vous connaissez peut-être ça. Hein. Et ces cellules se déforment pour se déplacer et éventuellement engloutir des proies. Il y a des centaines de milliers d'espèces d'amibes. Alors, il y a encore d'autres microbes, mais pour terminer, je voudrais vous parler des microbes chlorophylliens. Il y a des petites algues cellulaires qui vivent dans les eaux, à la surface des roches, et qui sont vertes, qui font la photosynthèse, mais qui sont microscopiques également. Alors ça, il y en a des centaines de milliers d'espèces au moins. Et je ne vais pas vous parler des virus, parce que c'est un peu déprimant, mais alors là, on est sur probablement des milliards d'espèces. On ne sait pas exactement, mais tout ça, c'est de la diversité de formes. Maintenant, j'aimerais vous parler de la diversité des habitats. Eh bien, ils sont là. Moi, je ne vois que des microbes, là. Alors, vous allez les voir. Regardez. D'abord, il y a du sol. Il y a du sol sous ces plantes. Et le sol, c'est bourré de microbes. L'odeur du sol, l'odeur de terre, c'est l'odeur de bactéries. Oui, c'est l'odeur des bactéries. Et ces microbes, dans une cuillère à café de terre, vous en avez plusieurs millions. Vous avez plusieurs milliers d'espèces de bactéries dans une cuillère à café de terre, plus un bon millier d'espèces de champignons, une bonne centaine d'espèces d'amibes. Dans une cuillère de terre, vous avez plus que dans tous les zoos du monde réunis. Ça, c'est pour le sol. Il n'y a pas que le sol, il y a de l'eau là. Et regardez, cette eau, elle est un peu verte. Et oui, il y a du plancton. Il y a des petits organismes unicellulaires, bactéries, petites algues qui sont dans l'eau. 90% de la masse vivante de l'océan est faite de microbes. Et là encore, dans une cuillère à café de cette eau de mer, il y a des millions de cellules et probablement un bon millier d'espèces au moins. C'est un brouet clair, l'eau de mer, mais l'eau douce aussi d'ailleurs. Et puis, il y a des organismes vivants là, des plantes, il y a même quelqu'un sur la plage là. Ça, c'est bourré aussi de microbes, on y reviendra. Il y a l'air aussi. Ben oui, l'air, il y a des microbes dans l'air. Les microbes utilisent l'air pour se déplacer, ils sont emmenés par un coup de vent, ils se déplacent. Il y a même des bactéries qui utilisent l'air pour se déplacer en favorisant la formation de gouttes d'eau de pluie autour d'elles, ce qui leur permet de retomber à terre un bout de chemin fait. Il y a donc des bactéries et des champignons et des choses comme ça qui traînent dans l'air. Ils sont de passage, mais ils se dispersent comme ça. Et puis dessous encore, quand on commence à descendre en profondeur, jusqu'à ce qu'il fasse 120 degrés, ça c'est la limite du vivant, il y a encore dans les caillasses, dans les granites, dans les calcaires, des microbes. Alors, il y en a un peu moins parce que ce n'est pas très vivable comme endroit, mais on compte qu'il y a 7,5 tonnes de microbes par kilomètre cube de roche. Et il y a tellement de kilomètres cubes de roche sous nos pieds qui sont en dessous de 120 degrés qu'en réalité, on pense que les 2/3 des microbes vivent dans les rochers sous terre. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent ? C'est simple, ils jouent aux chimistes, ils font des réactions chimiques qui leur donnent leur énergie pour vivre. Et d'ailleurs, le fait que certains microbes savent faire des réactions chimiques bizarres pour vivre, vous connaissez ça. La rouille, c'est comment des microbes utilisent l'oxygène de l'air pour attaquer le fer et libérer l'énergie qui est vitale. Oui, la rouille, c'est un processus biologique qui illustre ces faramineuses façons, cette biodiversité de façons de vivre qu'ont les microbes. En réalité, ils sont aussi extrêmement divers par leurs effets sur nos vies et sur notre environnement. Et là, vous allez voir qu'ils ne sont pas petits, ils peuvent être très grands par leurs effets. La Grande Peste. La Grande Peste, c'est au XIVe siècle, quelque chose qui a tué entre 30 et 50% des populations en Europe et en Asie. C'est un microbe, c'est une bactérie, voilà. Donc ils sont capables de tueries prodigieuses. Ils sont aussi capables d'ailleurs de s'attaquer à des plantes.
vers 1845 en Europe, alors vous n'étiez pas né, je pense, mais il y a eu une épidémie de mildiou sur les pommes de terre. Ça a inspiré ce tableau de Millet qu'on appelle l'Angélus de Millet. Mais ce n'est pas une prière au moment où sonne l'Angélus le soir. Non, non, non. C'est des paysans dans un champ de patates, dont on voit très bien les buts, qui prient car toute leur récolte est détruite. Le milieu de la pomme de terre, il a tué 1 million d'Irlandais. Il en a mis 2 autres millions sur les routes de l'Amérique. Sur le continent européen, il a juste donné un peu faim aux gens, il a moins tué, mais il a tellement déséquilibré les édifices sociétaux que ça a débouché sur les printemps des peuples en 1848. Grande révolution qui préfigure l'émergence de la géopolitique moderne de l'Europe, avec la déstabilisation de l'Autriche-Hongrie, l'émergence de l'Allemagne et de l'Italie, et en France, le début du Second Empire. Oui, les conséquences sont faramineuses, énormes et négatives parfois, mais aussi assez souvent positives. Derrière ce qui est une plante ou un animal, il y a des microbes qui lui permettent de fonctionner. Tiens, par exemple, pour les plantes. Dans 9/10 des plantes, ce qu'on appelle les racines, c'est connecté, c'est étroitement associé à des champignons du sol dont les filaments vont faire les courses pour la plante, c'est-à-dire chercher de l'eau, de l'azote, du phosphate, du potassium, bref, chercher tout ce que la plante exploite dans le sol et qu'en réalité, la plupart du temps, elle ne sait pas exploiter sans champignons. En échange de quoi la plante donne un peu de sucre aux champignons. Voilà comment, certes, la plupart des plantes ne vivraient pas sans microbes. Alors, il y en a encore ailleurs dans la plante, mais il n'y a pas que les plantes qui sont bourrées de microbes. Nous-mêmes, nous hébergeons des tas de levures, comme tu disais, Philippe, donc des champignons unicellulaires que nous avons sur la peau ou dans notre tube digestif, des tas de bactéries, tant et si bien que nous avons autant de cellules humaines que de cellules microbiennes en nous. Mais comme elles sont très petites, ça fait que 1 à 2 kilos par personne, ça tient essentiellement d'ailleurs dans le tube digestif. Et ces microbes nous protègent contre les maladies, alors pas toujours, mais ils empêchent la plupart des maladies de s'installer, ils nous aident à digérer, ils envoient des messages qui nous aident à nous développer, qui peuvent même influencer jusqu'à notre humeur. Et d'ailleurs, comme aujourd'hui nous vivons dans des circonstances où, dans un environnement très propre et très hygiénique, nous sommes privés de ces microbes, eh bien aujourd'hui, nous commençons à voir se dégrader les fonctions qu'ils remplissent, et c'est une des choses qui explique la prévalence et l'augmentation exponentielle de maladies comme le diabète, l'asthme, l'allergie, l'autisme ou l'obésité. C'est une des causes de ça, car les microbes nous assurent un fonctionnement normal, et quand on perd la biodiversité microbienne en nous, on perd leur fonction et donc la santé. Les microbes nous offrent aussi, dans nos gestes quotidiens et dans nos industries, tout un tas d'espoirs positifs. Les microbes, c'est eux qui nous donnent les antibiotiques. On a récupéré les outils avec lesquels les microbes se tapent dessus les uns les autres pour taper sur les microbes. Mais dans les antibiotiques, il y en a qu'on a récupérés pour autre chose encore, les statines contre le cholestérol, la cyclosporine contre les rejets de greffe. Les microbes, c'est aussi toutes les fermentations. Et alors avec les fermentations, vous voyez que les microbes, on a commencé à les utiliser avant même de les connaître. Le vin que tu signalais tout à l'heure, le pain, le saucisson, la choucroute, le beurre. Tous les aliments fermentés, on les a fermentés avant de connaître les microbes. Ouais. Mais grâce à eux. Et puis il y a tous les espoirs pour la dépollution des sols, par exemple. Un champignon comme la pleurote peut détruire 80% de la pollution en matière organique, en hydrocarbures d'un sol en 2 mois et demi seulement. Je pense aussi au Pestaliotopsis microspora, un champignon qui suscite beaucoup d'espoir parce qu'il dégrade le polyuréthane. Il mange même que ça. Voilà, ça fait toute son alimentation, ça lui suffit. Et ça, c'est une façon d'espérer un jour traiter un peu mieux les plastiques que nous ne les traitons maintenant. Non, en réalité, parmi tout ce qu'ils font de grand, il y a les espoirs pour demain agir plus. Et c'est pour ça qu'on doit s'intéresser à cette biodiversité, car c'est s'intéresser à nos descendants que de leur proposer de conserver une biodiversité dans laquelle ils tireront des choses dont nous n'avons même pas idée aujourd'hui. Cette biodiversité-là, elle illustre qu'en matière de biodiversité, l'essentiel est invisible pour les yeux. Merci beaucoup.